28e roulette littéraire corsée, 11e et dernière de cette 3e saison. Alors pour ceux dont c'est la première roulette, je vous souhaite la bienvenue. Donc les roulettes littéraires corsées se veulent un endroit de rencontre, de partage, d'échange et d'exploration autour du livre. Donc comme je le dis toujours, nous ne nous limitons pas à recevoir des écrivains, mais nous recevons des libraires, des éditeurs, des blogueurs, des auteurs, des dramaturges, des bibliothécaires, de tout. Et ce soir, pour terminer la saison, Jean-François Fuy. Alors, je vais d'abord dire pourquoi avec Willy, votre nom est apparu, enfin ton nom parce que est apparu comme une évidence pour finir cette saison. Tout d'abord, il y a le parcours au sein du livre, on va le retracer du Mundaneum à la fabrique, en passant par la Fédération Wallonie-Bruxelles, en passant par les éditions Laborde, etc. Et puis, il y a aussi le domaine des bibliothèques, qui est principal aujourd'hui, enfin dans une de tes attributions. Il y a bien sûr l'écriture, avec beaucoup d'articles différents, plusieurs ouvrages à ton actif. Et puis voilà, ça me permet aussi de mettre un nœud papillon. Voilà. J'aurais dû attendre 28 tours. Donc voilà, tout d'abord, bienvenue. Merci. Alors, je l'ai dit, on va un peu retracer. Donc, c'est des études en histoire contemporaine. Oui, à l'ULB, voilà. Puis vient une période au Mundaneum, et on va reparler du Mundaneum ensemble. Après, il y a eu la fonderie, il y a eu les éditions Laborde, jusqu'à arriver à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et actuellement au département de l'action territoriale. Si vous ne savez pas ce que c'est ce qui comprend les points culture qui sont les anciennes médiathèques, les bibliothèques, les centres culturels, la bibliothèque de Naline. Et les tentes de scout. Les tentes de scout, je suis le grand chef des tentes de scout, je tiens à dire parce que c'est vraiment une grande fierté pour moi. Je suis donc le responsable du centre de prêt de matériel de Naline, très connu pour les tentes dites SNJ, les tentes de scout. Voilà. Ce qui n'a pas tellement à voir avec le livre, il faut bien dire. Non, mais ça fait partie. Et on va peut-être commencer justement par le début, le commencement, à savoir le rapport avec le livre, la première rencontre avec le livre, comment c'est venu Oh mon Dieu, le premier livre que j'ai lu du début à la fin, c'était Les ratons laveurs dans l'espace. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est très très bien, avec des dessins d'Alain Guéry. Donc, je ne sais pas, il se fait que j'étais dans une famille où on lisait, où il y avait des livres, et puis j'étais assez attiré par le livre, même si je ne lisais pas tellement. Quand j'étais petit, moi je ne lisais pas tellement par rapport à mes enfants. Par exemple, je lisais beaucoup moins qu'eux, je lisais beaucoup de bandes dessinées, et un petit peu les livres d'Alain Guéry, effectivement. Donc, mais j'ai toujours été dedans. Alors je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, du Mundaneum à aujourd'hui, j'ai toujours été plus ou moins, j'ai travaillé plus ou moins dans le livre, autour du livre, avec le livre. Ok. Alors, il y a justement donc le début, ça commence chez Présence et Action culturelle et en tant qu'assistant historique en histoire économique à l'ULB. Oui. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, il y avait déjà l'envie d'aller vers un métier de livre, ou est-ce que c'est un peu un accident? Moi, je voulais être archiviste. Mon rêve dans la vie, c'était d'être archiviste. Et c'est pas anodin, évidemment, hein, parce que au fond, tout ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est le partage et la transmission. C'est la transmission, c'est la mémoire, c'est le fait de ne pas faire mourir nos histoires. Et donc, je ne me sens pas être un écrivain, je suis quelqu'un qui écrit, et j'écris sur ma famille, j'écris sur un certain nombre de souvenirs et de choses qui sont importantes pour moi, en essayant de les décortiquer et de voir, au fond, ce que ça a eu comme conséquence sur la manière dont je vis, sur la manière dont ma vie s'est passée, et celle des gens que j'aime et qui sont autour de moi. Donc, il y avait vraiment dès le début, et c'est quelque chose que je ressens depuis très longtemps, c'est quelque chose qui est lié à l'athéisme, je pense. Je suis tout à fait athée, je suis
suis né dans une famille dont la religion c'était l'athéisme. Donc je suis athée au sens où on peut être catholique si vous voulez. Être catholique c'est croire et croire c'est être sûr. Hein? Ben moi je suis athée et je suis sûr. Donc parce qu'on m'a communiqué ça comme ça. Il n'y a pas de place pour Dieu. Et donc ça m'a traumatisé très vite. Vers 13 ans ça a commencé à me traumatiser vraiment d'être athée. Je me dis mais enfin tout ça n'a pas beaucoup de sens. Alors ça n'a pas de sens. Comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on vit ici pour donner la vie à des gens qui vont vivre et plus mourir? Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et le fait de capitaliser, de garder ces histoires, ça a été important très vite. Hein, très vite, j'ai tenu un journal, par exemple. Très vite, j'ai gardé des traces de ce qui m'arrivait. Je suis collectionneur aussi, et ça c'est pas anodin, ça s'inscrit dans la même... Notamment de timbre-poste sur le scoutisme. Oh là 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 là, ça c'est une histoire. Non, alors non, mais ça m'est arrivé, effectivement, oui je raconte, ça m'est arrivé il y a très longtemps. Mais en fait c'est la même démarche à garder des traces, c'est vraiment les traces qui m'intéressent. Et je pense que ça vient de très très loin. Et donc je voulais être archiviste. Je voulais pas travailler dans le livre spécialement, je voulais travailler dans les vieux papiers, je voulais accéder aux... C'est terrible les archives, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu accès à des archives, ont déjà travaillé dans les archives. Les archives c'est du matériel organique, c'est la vie des gens, hein, il y a vraiment les vies des gens. Après ils sont morts depuis longtemps, souvent, parfois depuis très 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 longtemps, mais il y a ce lien direct et je trouve que les archives c'est extrêmement chargé d'affectivité. Et alors peut-être que ça contrebalançait un peu ce sentiment d'absurdité. Oui, parce que tout d'un coup, vous rentrez dans la vie de gens qui sont morts depuis longtemps, effectivement, mais vous vous en souvenez, vous savez ce qui leur est arrivé, et il y a même des sentiments, des émotions qui affleurent. C'est vraiment terrible. Et j'ai écrit 2 petits livres, 2 petits recueils sur mes grands-pères. Et dans ces 2 histoires, dans les archives, je découvre que l'histoire qu'on m'a racontée n'est pas vraie. Et maintenant, je suis en train de faire une nouvelle recherche sur quelqu'un d'autre et je me rends compte aussi que la vie de cette personne n'a pas du tout été ce qu'elle a raconté. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment fortes là-dedans. Hein. Il y a des gens qui passent leur vie à cacher leurs origines, leur religion, leurs orientations sexuelles, les gens qui fréquentent, enfin, c'est des choses. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a passé sa vie à aller chaque semaine à la loge, il était franc-maçon et sa femme ne l'a jamais su. Jamais. Alors il y a des hommes, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il y a vraiment des gens qui vivent comme ça dans le secret. Et donc, ça aussi, tout ce qu'on retrouve dans les archives, c'est très chargé d'affectivité. Donc je voulais être archiviste. Et quand on veut être archiviste, on rêve, parce que, bon, évidemment, il y a différentes manières d'être archiviste. Au 5e sous-sol, dans les archives de la PJ, je crois que c'est pas très drôle, hein, honnêtement. Hein. Même aux archives générales du royaume, le type qui est au moins 6 et qui passe son temps à classer des bazars, des archives d'administration publique ennuyeuses et à enlever les doublons, il s'amuse peut-être pas. Donc je ne voulais pas faire ça. Ce que j'aurais voulu, c'est dans un centre d'archives, de préférence doté d'un musée, de manière à pouvoir exploiter ces collections, les mettre en évidence, etc. Et donc j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'à 30 ans, moi j'avais tout ce que je voulais dans la vie. Tout. J'étais archiviste, dans ma vie professionnelle. J'étais archiviste, dans ma vie privée aussi, mais j'étais archiviste, j'étais dans un centre d'archives extraordinaire, qui est Mundanium, et il y avait un musée. Et j'ai pu ouvrir le musée, j'ai pu ouvrir ce musée, donc c'était une histoire extraordinaire, peut-être qu'on aura besoin de... Justement, j'allais dire, en profiter pour dire quelques mots sur le Mundanium, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça a été longtemps abandonné dans des ailes au fin centenaire. Donc en fait, il y a Paul Leclès et Henri Lafontaine, qui étaient documentalistes au début du XXe siècle, et qui s'étaient mis en tête de catégoriser le plus d'informations possible. En gros, ils avaient inventé Google avant Google, plus ou moins. Oui, j'aime pas dire ça, ça fait un peu...
Ça fait un peu racoleur. En fait, Paul Audrey et Henri Lafontaine, au départ, ce sont des juristes. Ce sont des juristes, ce sont des gens qui s'intéressent à la fin du 19e siècle au droit international. Et ils s'intéressent au droit international, pourquoi? Pour faire la paix dans le monde. Parce que le droit international, c'est le règlement pacifique des conflits, etc. Ce sont deux avocats qui se sont connus. Alors c'est intéressant parce qu'ils se sont connus quand Paul Audrey faisait son stage chez Delecourt. Delecourt, c'est l'homme du dictionnaire des anonymes et pseudonymes, pour ceux qui ont fait un peu d'encyclopédie. Et ils se sont connus là, et donc ils se sont intéressés au règlement pacifique des conflits, et petit à petit, ils se disent que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse, à un endroit donné, avoir un accès à l'ensemble de la culture du monde. Parce qu'au fond, la meilleure garantie qu'on ne se fasse plus la guerre, ben, c'est la culture. Si on se connaît, si on sait chacun ce qu'on écrit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ben, on n'aura plus envie de se tuer. On dit, mais comment faire ça? Et donc, en 1895, Paul Audrey et Henri Lafontaine vont convoquer à Bruxelles, ils ont un petit peu d'argent, on va rentrer dans les détails, ils ont un petit peu d'argent, ils vont convoquer à Bruxelles un congrès international de bibliographie. Et il y a des bibliographes du monde entier qui vont venir, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Exactement ce qu'on fait encore, ce qu'on fait encore dans notre boulot, ils vont chercher le moyen de mutualiser la catalographie des ouvrages. Alors, chacun va faire la catalographie des ouvrages de son pays, et puis on va s'envoyer les fiches, on va s'envoyer des petites fiches dans le monde entier, et on va faire des répertoires qui seront le plus complets possible. Et ici à Bruxelles, on va faire un répertoire bibliographique universel, on va faire un répertoire dans lequel il y aura une fiche sur chaque ouvrage, publié dans tous les pays, à toutes les époques et dans toutes les langues. Et alors cette histoire, évidemment petit à petit, alors ils se disent ce serait bien aussi d'avoir de la documentation, des affiches, etc. Et quand j'arrive là au Mundaneum, qui est déplacé à Mons à ce moment-là, il y a 20 000 affiches, 1 million d'exemplaires de presse, 200 000 cartes postales, il y a des archives sur la paix, le féminisme, enfin, il y a des documents invraisemblables qui sont tous dans des pièces parce que ça a traîné un peu parfois. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et on a pu s'installer à Mons dans un centre de documentation, mais qui jouxtait un ancien grand magasin, un magasin des années 20, et qui est devenu le musée du Mundaneum. Et c'est là qu'aujourd'hui on va. Alors ma grande fierté dans cette affaire-là, parce que ma grande fierté, c'est que j'ai sauvé ce répertoire bibliographique universel. Parce que, et ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est vraiment moi qui l'ai fait, tout le reste, mon Dieu, c'est vraiment un travail très très collectif. Mais ça, ce répertoire bibliographique universel, donc il faut imaginer le machin, hein, ça fait environ 130 mètres de long, c'est des tiroirs partout, il y a là-dedans 2,5 millions de fiches, de 12,5 par 7,5, enfin c'est un truc, c'est monstrueux. Et ça ne sert à rien, forcément ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien. Et donc immédiatement, il y avait des gens dont le métier c'est de décider, c'est un métier, enfin leur métier c'est de décider, donc ils avaient décidé qu'on allait jeter ce machin-là, parce que ce machin-là ça ne servait à rien. Alors ce machin-là était à l'étage au moins 6 de la bibliothèque royale, c'était Pierre Coquechot qui était directeur à l'époque. Je suis allé voir, j'ai dit écoutez moi je veux ce machin-là. Et donc, il m'a dit, bah, moi je vous le donne tout de suite parce que ça va me dégager 6 moins 6. Prenez-le, mon ami. Et donc, je me retrouve avec quelqu'un qui me le donne. Mais j'ai toujours pas l'autorisation de l'accepter. Et alors là, c'est pas. Voilà, alors c'est le hasard, je dis, je l'ai sauvé, mais c'est pas tout seul. C'est le hasard des choses, donc il y a toujours cette idée, mais ça ne sert à rien ce machin-là, on va garder 2 mètres, mais 2 mètres, les gens ils verront 2 mètres, les 125 autres mètres, on va les jeter. Et un jour, je rentre dans ce musée, vous pouvez imaginer un grand magasin qui est abandonné depuis 20 ans. C'est art déco, mais c'est un peu négatif. Et il y a un rayon de soleil qui traverse le vitrail qu'ils ont mis au-dessus de la porte. Il y a un rayon de soleil, ce rayon de soleil, il traverse comme ça la salle, il y a des poussières qui volaient, et puis il y a des colonnes, il y a des colonnes un peu abîmées, toutes structurées, avec des espèces d'escargots sur les chapiteaux. Et je me dis, on se croirait dans un album de Skeuten. Au nom de Dieu.
J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce j'ai dit écoutez, je voudrais vous montrer quelque chose. Et je lui ai montré, et le lendemain, je lui ai montré le répertoire, et il a dit je veux bien faire la scénographie, et on va mettre le répertoire au milieu. Alors du coup, que ce avait dit on va mettre le répertoire au milieu, ben forcément, plus personne n'a voulu chercher. Alors la fonderie, c'est le musée des industries et du travail situé à Molenbeek. Oui, et là aussi c'est le lancement d'un musée, ça devient une passion. Oui, écoute, c'est un peu un hasard. Je suis arrivé là au moment de l'ouverture de ce musée, pour participer à l'ouverture de ce musée. C'est un musée qui est extrêmement riche. Je vous invite aussi à y aller si vous n'avez pas encore vu. Ça se trouve rue Ransfort à Molenbeek, c'est tout près de la place communale. C'est un musée qui a été créé par des fous dangereux comme Othée et La Fontaine, qui, au lieu de collecter des documents, ils ont fait encore plus fort, ils ont collecté des machines. Et ils ont vraiment collecté des machines, et des milliers de machines, et des poêles au charbon. Il y avait une collection de 400 poêles au charbon, si je me souviens bien. Il y avait des machines de toutes sortes. Et donc la question c'était comment est-ce qu'on fait un musée avec ça? Comment est-ce qu'on fait un musée avec quelques pièces? Puisqu'on ne va pas mettre les 400 poêles au charbon, on ne va pas. Et le parti qui a été pris, c'était de choisir quelques pièces emblématiques, mais qui racontaient l'histoire de l'industrie à Bruxelles. Et la première, est une pièce qu'il y a à côté de la place Saint-Clément. Vous avez le quai du Hainaut et le quai de Madelon, qui étaient les endroits où le charbon arrivait de Montgomery. Le manage de toute la région du centre. Voilà. Et alors, le parcours continue, et on revient vers le livre avec Labor. Labor, c'est une maison d'édition belge qui, je dirais, comme d'autres maisons d'édition belges, a eu la particularité de jouer un peu au phénix, c'est-à-dire de mourir, d'être lié à une demande. Et cette maison va traverser tout le XXe siècle et finalement devenir une maison de référence en matière d'édition généraliste. Parce qu'on faisait tout chez Labor, on faisait du roman, on avait des très bonnes collections, je trouve, de débats, avec Quartier Libre notamment. On avait des collections de sciences humaines, on avait du scolaire, et la grosse, c'était très peu connu du public, mais 40% du chiffre d'affaires de Labor, c'était le scolaire. Et Labor a fonctionné plus ou moins bien, avec des difficultés à certains moments. Et puis, effectivement, il y a eu cette fin qui a été un peu triste, où les choses se sont effondrées, suite probablement à des mauvais choix économiques. C'est toujours difficile de dire ça, parce que voilà, c'est un peu... il y a eu des choix économiques qui ont été faits, notamment le choix d'abandonner le scolaire, mais qui pesait 40% de notre chiffre, le choix de se délocaliser à Charleroi tout en continuant à louer des locaux à Bruxelles, le choix de prendre des entrepôts à Moucron, etc. Enfin, tout ça. Je ne les suivis que de loin parce que les employés, on leur dit jamais rien, évidemment. On leur dit jamais rien. Moi, je faisais des livres. Alors, j'étais content de faire des livres. J'ai relancé une collection d'histoire, parce qu'il n'y a plus de collection d'histoire, des collections de sciences humaines. C'était assez agréable à faire. Pouvoir considérer le livre en tant qu'objet, bien sûr, mais aussi le fonctionnement du livre en communauté française devenue par après Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors moi j'étais dans les sciences humaines, et on en discutait tout à l'heure avec Liliane. Les sciences humaines, c'est quand même un peu les mal-aimés des politiques publiques. Donc les ouvrages de sciences humaines, en gros, il n'y a pas vraiment de budget à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les soutenir. Donc, c'est un monde qui est assez ingrat parce que ce sont des livres qui ne se vendent pas facilement, sauf des livres journalistiques. Mais je ne faisais pas les livres journalistiques, je faisais des cas un peu plus scientifiques, ou un peu plus scientifiques. Donc, moi, ce que j'aimais bien, c'était le dialogue avec les auteurs. Parce que souvent, les auteurs de sciences humaines, ils n'écrivent pas comme des autorités, c'est autre chose. Donc, parfois, ils croient que certaines choses qui eux les passionnent, parce qu'ils sont toute la journée sur leur paillasse, vont passionner tout le monde. Oui, bon, peut-être qu'on pourrait supprimer là quelques pages parce qu'on entre dans un détail qui est au-delà de ce qui peut raisonnablement intéresser l'honnête homme. C'est des collections pour l'honnête homme, ce n'était pas des collections pour docteurs et docteurs. On peut vraiment avoir un dialogue, et parfois des dialogues très riches qui vont assez loin, où on propose vraiment des modifs. On propose vraiment des modifications.
Et en général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Alors, quand je reçois quelqu'un qui a été éditeur, j'aime toujours lui demander s'il connaît l'anecdote par rapport au monde de l'édition avec Peggy Guggenheim. Eh bien, alors, ce qui est terrible, c'est que j'ai lu la biographie de Peggy Guggenheim il y a environ 1 an. Ça, mais non, j'ai oublié. Ou c'était pas dans la biographie. Donc, Peggy Guggenheim, riche collectionneuse d'art, de tableaux, qui a plusieurs musées dans le monde, divorce à une époque de son existence et elle est un peu déprimée. Et il y a une de ses amies qui lui dit il faut que tu Une édition, très très bonne ouvrage de Tanguy Armand, qui vient de sortir, qui sera l'édition en Belgique. Quand vous voyez qu'un éditeur comme Labor va balancer chez Bibliopolis et d'autres soldats l'ensemble de son fonds Espace Nord, pourquoi? Pour ne plus louer des palettes à la caravane, parce que c'est trop cher. Et donc, il réduit ses palettes, il passe de 80 palettes à 12 palettes pour gagner de l'argent, du loyer de palettes. Hein, et puis, il balance tout ça pour 1 euro. 1 euro, juste pour faire un peu de cash. Mais effectivement, c'est déraisonnable. Le bout du cœur de ça, c'est des sauts. Mais vous avez parfois besoin de ça. Donc, quand on est éditeur, parfois, on a besoin de ce genre de choses, de rentrer rapide. Alors, le modèle, c'est ça qui a été très triste avec la fin de Labor. Le modèle des gens qui avaient racheté Labor était... Quand on continue le parcours, à certaines époques, tu as été prof de français. Je dois vraiment en parler. Non, mais j'ai été prof de français, Et dans une école pour bibliothécaire aussi. Oui, ça c'est ça. Alors les bibliothécaires, moi, il y en a dans la salle. Non, ce que je peux dire des bibliothécaires, c'est que j'ai été vraiment... j'ai été prof dans une école bibliothécaire pendant 16 ans. Je donne un petit cours, là. C'est pas mon métier. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu évoluer les bibliothécaires. Au début, en 1999, quand je suis arrivé, je disais aux gens, pourquoi vous voulez être bibliothécaire? Oh là là, mon Dieu, quelle aventure. Je disais, oh, j'aime bien. Et vous? Ah, écoutez, moi j'ai été instituteur. Alors on m'a dit, ouais, instituteur c'est peut-être un peu difficile, alors essayez assistant social. Mais j'ai pas fait. Je vais leur passer un fil. Mais je décide ça le lundi, là, 7h15 du matin. Je regarde les cassettes ici, bon. Et je vois, si vraiment de belles choses. Bon, ça c'est en français, c'est cours de français, la fin des faits. Je crois que c'est la note belle. Alors c'est quand même intéressant, parce que je mets ce film, je dis ça passe ou ça casse. Ils sont là 13-14 ans, ils sont en révolte, ils faisaient des trucs intéressants. À un moment donné, je me disais que ils avaient laissé ouvrir une armoire. C'est à moi qui ai dans le papier, je sais pas si les amis. Et que je dis pas la fête. Vous pouvez les emprunter à la bibliothèque. À la bibliothèque de Boisfort, ça s'y trouve. Et c'est aussi enthousiasmant que la manière dont il vient de parler pendant 1 heure et demie. Voilà, écoute, merci.